Donc on commence, vous le voyez, avec un hommage fait à René Laloux par Philippe Cazat. C'était au moment de son décès, je pense. Hein, c'était en 2004. Donc c'est une sorte de résumé de trois longs métrages de René Laloux. Et c'est aussi une caricature de René, Oui. assez ressemblante. Le petit bidon, les cheveux blancs, la moustache, et le cigarillo et le verre de vin. Ça résume assez bien René. Je pense que les premiers pas de Laloux, les premiers pas professionnels de René Laloux, c'est là en fait. C'est après avoir réalisé ce film qu'il a fait comme ça, comme une espèce d'activité thérapeutique dans le cadre de la clinique antipsychiatrique de la Borde, qui était vraiment à l'époque quelque chose de, enfin, c'était des techniques très novatrices et très différentes de la psychiatrie telle qu'elle était pratiquée à l'époque. Et notamment, on donnait, comment dire, on laissait carte blanche. Alors, pour ce qui est de la partie artistique, c'est ce qui intéressait Laloux. Il était moniteur dans la clinique, mais il s'occupait des activités artistiques. Il y en avait plein d'autres, bien sûr. Et pour ce qui était artistique, on laissait carte blanche aux malades au niveau scénario, donc inventer une histoire, graphique, dessiner l'histoire. Et même après, bon, je pense qu'il y avait un professionnel qui les épaulait pour filmer, mais ils étaient maîtres comme ça, de A à Z d'un projet. Donc Laloux, lui, il était aux anges parce qu'en en fait, il était... je pense assez fait pour ça, comme ça, c'est un peu les prémices de ce qu'il a fait tout le reste de sa carrière, c'est-à-dire diriger des équipes, extraire des gens qui travaillaient avec lui le meilleur, la substantifique moelle un peu de tous les gens, tout ce que les gens pouvaient lui apporter, et donc ils ont abouti à cette espèce de film qui est complètement, enfin il est incroyable ce film, Les Dents du Singe, parce qu'il est à la fois drôle, angoissant, beau, laid, enfin il est tout quoi, il est tout et son contraire, je trouve, enfin... C'est pas étonnant qu'à l'époque il ait eu un vrai, comme ça fait l'effet quand même d'un ovni, enfin en tout cas dans les festivals, c'était un film qui passait pas inaperçu, qui a été primé, et donc un jour, un certain Roland Topor est tombé lors d'une projection sur ce film qu'il a adoré. Les Escargots, en 1965, où là, le film va vraiment attirer l'attention sur ces deux personnages, hein, Roland Topor et René Laloux. Alors, juste une chose, oui. Très rapidement, en fait, l'intérêt aussi de ce film, c'est que c'est le premier film de science-fiction en animation français. C'est-à-dire qu'on est dans une thématique de fin du monde, post-apocalyptique, on va dire, hein, puisque c'est les escargots qui deviennent géants et qui détruisent le monde. Et on a une technique d'animation qui est proche de la peinture, enfin en tout cas un graphisme proche de la peinture, et une technique très simple. Ça n'avait jamais été fait. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est un peu une pierre angulaire, parce que c'est parce qu'il y a eu ce film qu'après il y a eu La Planète Sauvage. Des photos, toujours de ces archives, où on voit le travail dans les studios de Jiří Trnka de Prague, où s'est fait cette production. C'est-à-dire que Laloux est parti là-bas en 68, et le film a été terminé en 73. Donc ça a été long, douloureux, pénible. Il a été démoralisé, il a repris confiance en lui. Enfin bon, ça a été très compliqué. Il est tombé en plus pendant les événements politiques qu'on connaît. La fabrication de La Planète Sauvage est incroyable. Et, quoi qu'on en dise, c'est quand même Laloux tout seul, en grande partie, qui l'a porté sur place. C'est-à-dire qu'autant en amont, l'écriture du scénario, d'après le roman de Stéphane Vull, et c'est fait à quatre mains avec Topor. Les dessins, évidemment, sont de Topor, les recherches graphiques nombreuses sont de Topor, mais après, sur place, il a fallu trouver quelqu'un pour relayer le dessin de Topor, parce que Topor ne voulait pas venir à Prague, ce qui peut se comprendre, il ne voulait pas partir 4 ans sur un film d'animation. Il y avait autre chose à faire, voilà, c'était quelqu'un qui partait un peu dans tous les sens, et ça se comprend tout à fait. Sauf que quand Topor a dit ça à Laloux, je viens pas, Laloux est devenu fou, il dit mais qu'est-ce qu'on va faire, les dessins j'en ai plein, mais j'en ai pas assez, il faut qu'on fasse le film, quoi. On a un film d'1h30 à faire, quoi, à raison de 24 dessins par seconde. Donc ils ont trouvé sur place un monsieur qui s'appelait Joseph Kabert, qui travaillait donc au studio Trnka, et qui a, à sa façon, retrouvé le style graphique de Topor, qui l'a adouci quand même. Toi, Philippe, tu as peut-être les mots plus pour décrire ça, mais je trouve, moi, en tant que spectateur, que c'est pas tout à fait du Topor. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, mais c'est plus sage, c'est moins angoissant quand même que les dessins préparatoires. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, un peu moins brut. Je pense aussi qu'il y a un côté technique qui a mené à ça, c'est-à-dire qu'il a fallu normaliser un peu les dessins pour qu'ils soient reproductibles, c'est-à-dire redessinés par des dizaines d'autres mains, de mains différentes, sur des normes déjà bien établies, bien solidifiées, alors que le dessin spontané de Topor avait une liberté qu'on ne peut pas garder après quand on passe à l'animation. Ce film, quand même,
est un film central et très important dans l'histoire de l'animation française. Et je pense que c'est important maintenant d'en dire quelques mots. Oui, c'est un film qui est central, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que chacune des œuvres de Laloux est un jalon essentiel dans la façon dont le cinéma d'animation en France et en Europe s'est inventé au cours de ces décennies-là. C'est un film qui est un tournant pour beaucoup de raisons, à la fois parce que il me semble que c'est à la fois avant et après le projet de Paul Grimaud, donc de La Bergère et du Ramoneur, qui est devenu Le Roi et l'Oiseau, mais qui a mis, comme on le sait, de longues années à voir le jour tel que les auteurs le souhaitaient. C'est vraiment le premier long métrage français qui, à mon sens, porte une véritable ambition d'auteur dans le format du long métrage, dans le cadre aussi d'un festival qui est le Festival de Cannes, qui reconnaît ce film en tant que tel, en tant que véritable film de cinéma. Et je crois qu'il y a vraiment une brèche qui est ouverte par ce film. C'est un film manifeste aussi parce que dans ce format du long métrage, c'est l'un des premiers films. Enfin, c'est le premier film en France et c'est l'un des... non, pas tout à fait, mais c'est le film qui, en tout cas, ouvre la brèche aussi d'un cinéma d'animation qui ne serait pas formaté pour le jeune public. Il y a eu d'autres expériences avant, mais La Planète Sauvage, véritablement, on a le sentiment que les lignes bougent. C'est-à-dire que le succès critique et public de ce film fait bouger les lignes. Et puis, c'est un film qui est aussi tout à fait... pionnier à la fois dans l'histoire du film de science-fiction. Je pense que Fabrice a des choses plus précises à dire que moi, mais aussi dans le cadre de la science-fiction, dans le registre du long métrage d'animation, puisque La Planète Sauvage est aussi un film qui a une influence et qui a un jalon, notamment au Japon. Les auteurs japonais reconnaissent absolument René Laloux et en particulier La Planète Sauvage au départ comme effectivement un film pionnier dans la façon dont le long métrage d'animation aborde le domaine de la science-fiction. Mais c'est le début d'une histoire, puisqu'après il y a effectivement les autres longs métrages de René Laloux qui vont creuser ce sillon. Une photo qui salue la première collaboration, je crois, entre René Laloux et Philippe Cazat. C'est une photo, je crois, qui a été prise en 1977. Oui, je pense que c'est quand on travaillait avec René sur le storyboard de Gandhar, bien avant qu'on passe à la réalisation proprement dite, le premier storyboard. Donc la première collaboration a donné lieu à un pilote qui a été fait dans un studio à Angers. Mais disons qu'un producteur qui s'intéressait à René Laloux et la ville d'Angers, plus je sais pas quoi, le gouvernement, le ministère de la Culture, je sais plus quoi, enfin il y avait des budgets qui ont mené à créer un studio à Angers. Et c'est là qu'on a continué à travailler à un moment bien avant que le film démarre pour de bon. C'est là aussi que Mébius a travaillé sur les maîtres du temps. René a fait plusieurs films avec Topor, il a fait plusieurs films avec Philippe, avec Jean Giraud, Möbius, et il n'en a fait qu'un. Et en fait, juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, effectivement, ce qui est super intéressant, c'est de voir, je trouve ça amusant, que pendant que Gandhar se faisait ou se préparait à Angers, Möbius un peu plus loin, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes côtoyés, ou en tout cas, voilà, ils sont côtoyés, je dirais, dans la salle d'à côté, Möbius dessinait les maîtres du temps. Et en fait, ce qui se passe, pour remettre ça dans le contexte, c'est qu'en fait, au départ, Laloux voulait adapter tous les romans de Stéphane Vull dans le cadre d'une série télé. C'est-à-dire que, alors en Gandhar, c'était peut-être pas le cas, hein, mais en tout cas, puisque c'était Andrevon. Mais le but, c'était après avoir fait La Planète Sauvage, de faire Les Maîtres du Temps, donc le roman s'appelle L'Orphelin de Perdide, et puis tous les autres, avec à chaque fois un dessinateur différent. Donc des épisodes de 52 minutes pour la télé, avec un budget télé. Mais ce qui s'est passé, c'est que celui qui a tout de suite le plus plu, en tout cas le plus généré d'intérêt, suscité d'intérêt auprès des intervenants financiers et autres, c'était Les Maîtres du Temps, donc avec Möbius. Le problème, c'est que très rapidement, les gens se sont dit, mais on va pas en faire un truc de télé de 50 minutes, c'est quand même dommage, on va en faire un long métrage. Et ça a été le début de la fin, je dirais, artistiquement parlant, pour ce film, que j'adore, entre parenthèses, mais qui est quand même très bancal, parce qu'en fait, c'est un long métrage d'1h30 qui a été fait avec un budget de téléfilm de 52 minutes. Quand René m'avait parlé de ce projet, on en avait discuté, et moi aussi, lecteur de science-fiction, évidemment,
J'étais complètement d'accord, emballé par le projet. Je connaissais tous les romans de Stéphane Hull. Il m'a dit, toi, lequel tu voudrais faire? J'ai dit, je ferai Newark, bien entendu. En y réfléchissant, on me disait comment on pourrait appeler la série, et je lui ai dit Les Pièges du futur. Il m'a dit oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Stéphane Hull, ça définit vraiment son œuvre. Ouais. Un film, par contre, qui n'est pas très revendiqué par René Laloux, même si d'un point de vue graphique, hein, les images sont superbes. Donc ça, c'est La Prisonnière. C'était dans le cadre d'une série télévisée dont Laloux était en partie à l'origine, où l'objectif était de produire des courts-métrages, d'en diffuser certains qui étaient déjà produits, qui existaient déjà, et d'en produire des nouveaux, ce qui était une démarche plutôt intéressante. Et René était un peu l'hôte, un peu à la façon de Alfred Hitchcock présente. Il présentait au début de chaque émission comme ça les courts-métrages. Et dans ce cadre-là, si je ne dis pas de bêtises, avait été produit avec un tout petit budget, La Prisonnière, qui était inspirée d'une BD de Philippe. Donc sur le papier, c'est super. En plus, la BD est superbe. Donc c'était pas vraiment une BD, c'était inspiré. C'est-à-dire que vous aviez pris différents éléments, je crois, de ta bande dessinée pour en faire quelque chose qui résumerait un petit peu plusieurs histoires de ta BD. Oui, c'était une histoire courte qui s'appelait Equinox, qui fait partie de la série L'Âge d'Ombre, dont on a pris l'essentiel, et plus René, donc en pêchant dans l'album, dans le reste de l'album, en particulier une histoire qui était après dans l'album, si je me rappelle bien. Il dit, mais voilà, il prenait un enfant qui était dans une autre histoire, il l'intégrait. Il avait reconstruit une histoire avec mon accord, évidemment, en partant de deux histoires de cette série d'albums. Où cette photo a-t-elle été prise? En Corée du Nord. Voilà. C'est la préparation du film Gandhar, ça. Alors moi, je ne connais pas tous les gens qui sont sur la photo du tout. Je reconnais simplement le père René au milieu. Et tout à droite, c'est Léon Zuratas, producteur du film, coproducteur ou producteur exécutif, je crois, du film, qui plus tard a retravaillé avec Philippe sur Les Enfants de la Pluie. Il a produit Les Enfants de la Pluie. Quand on a commencé à réunir le studio pour démarrer, moi j'y étais pas, mais donc René Laloux avait Philippe Leclerc comme assistant à l'animation en particulier. Et si je me rappelle bien, c'est Philippe Leclerc, tel qu'il me l'a raconté, qui a raconté le film aux animateurs, qui a raconté le sujet, et qui leur a dit, alors voilà, les hommes-machines, c'est les Américains, et les gentils Gondahariens, c'est les Coréens du Nord. Alors que c'est complètement le contraire, quoi, l'histoire. Voilà, Sylvain Perrol était notre chef décor. Beaucoup de son travail en tant que chef de studio extérieur a été de repérer dans le petit studio de décor où il y avait peut-être une douzaine de personnes, de repérer les deux meilleurs, quoi, et ceux-là de les faire travailler le plus possible parce que vraiment, il y en a eu un en particulier, c'est celui qui a travaillé sur Wang Fu ensuite, qui était le meilleur décorateur. Et ce type, qui était le plus vieux d'ailleurs, il n'était pas complètement déculturé par le régime. Il savait encore ce que c'était que de la peinture traditionnelle chinoise. Et ça y a été pour beaucoup dans la qualité des décors. Ouais. La diffusion du cinéma se fait maintenant en numérique, et donc ça pose un problème aussi pour l'archivage, qui est un peu à double tranchant, qui est d'une part les films sont plus accessibles puisqu'on n'a plus de matériaux, ou du moins on ne dispose pas de matériel numérique pour donc que ces films soient projetés en numérique. Et de l'autre côté, il y a un avantage, c'est que quand c'est fait, en fait, ça préserve aussi quelque part les originaux de l'usure du temps, puisqu'on est en numérique, et que non, voilà. Et donc le CNC s'est décidé à faire quelque chose justement pour rendre accessible toutes ces œuvres du XXe siècle aux générations futures, enfin du moins déjà aux générations actuelles, et donc a décidé de lancer un grand plan de numérisation des films anciens. Donc tous les films antérieurs au 1er janvier 2000 sont éligibles à ce plan. Donc c'est quand même très important. Et donc dans ce dispositif d'aide qui concerne absolument tout type de film et tout genre de film,
eh bien, le cinéma d'animation n'est pas en reste. Et moi, je suis très content parce que, en fait, dans la quinzaine ou vingtaine de films d'animation qui ont été comme ça aidés par le CNC ces dernières années, parce que, bien sûr, le dispositif quand même concerne plus les films en prise de vue réelle et les documentaires. Eh bien, il y a 3 films de René Laloux qui ont été comme ça restaurés. Il y a bien sûr Wong Fu, mais il y a aussi Les Escargots, et puis La Planète Sauvage. Moi, je trouve que c'est une chance exceptionnelle, mais on en reparlera, je pense, tout à l'heure, qu'aujourd'hui se construise à la fois la démarche de restauration des films, et je pense qu'on peut... Le CNC, c'est une chose, mais Jean-Baptiste Garneron en est une en particulier, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir effectivement une personne qui a une vraie passion sur l'animation et qui fait progresser les choses. Et puis, effectivement, voir aujourd'hui, grâce aux personnes qui sont autour de la table, qu'une partie des collections non-films de René Laloux entrent et sont accessibles dans le domaine public. Moi, je suis très très heureux de ça parce que je pense que c'est aussi très important par rapport à l'œuvre à la fois d'un auteur majeur, mais aussi de quelqu'un qui a été une conscience du cinéma d'animation, qui avait une vision très précise de l'histoire du cinéma d'animation, de son sens, qui a écrit sur l'animation régulièrement et qui donc a aussi une relation tout à fait particulière à l'évolution historique, esthétique, politique de son art. Donc la dimension patrimoniale de René Laloux, je crois, fait vraiment partie de son œuvre. Ce que Jean-Baptiste n'a pas raconté, c'est toute la partie qui précède le passage en commission et même qui parfois suit le passage en commission, parce que nous, on travaille aussi sur la restauration des films. Enfin, on distribue des films et on bénéficie de cette aide sur certaines choses. Et tu ne peux pas passer en commission si tu n'es pas absolument blindé du côté des droits, de ce qui s'appelle la chaîne des droits. Ce court-métrage, Comment Wong Fu fut sauvé, d'après la nouvelle de Marguerite Yourcenar, et donc qui se réalise également dans les mêmes studios de Pyongyang. Comment Wong Fu fut sauvé fait partie de la même série de l'autre côté, des productions faites pour la série télé de l'autre côté. Et il a été fait donc après Gandhar, oui. Et en profitant enfin de l'opportunité qu'on avait encore le studio sous la main et qu'on avait pu aussi avec le temps sélectionner nos meilleurs partenaires sur le film, les meilleurs animateurs, les meilleurs décorateurs, même le meilleur décorateur, puisque je pense que c'est le même qui a fait tous les décors de Wong Fu. Et ça a concouru grandement à la qualité, effectivement, du film. Ouais. C'est un petit objet comme ça qui réunissait plein de choses qui lui plaisaient. Voilà, je pense qu'il y avait, c'était la passerelle entre la littérature, le graphisme, l'animation. C'est une vraie réussite pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cohérence dans tout ça qui est enfin, voilà, après c'est peut-être moi qui extrapole, hein. Mais c'est pas un film de science-fiction, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors que bon, il est quand même catalogué comme le réalisateur de science-fiction en animation française. Bon, on est quand même dans le fantastique évidemment, mais c'est vraiment plus un conte. C'était son dernier film. Et d'une certaine manière, ce film a eu la malchance d'être son dernier, parce que pendant de longues années, René, enfin, vous le savez mieux que moi, était sur des projets de films. Et quand on le regarde d'un point de vue critique, on se dit c'est finalement le film testamentaire parfait. Mais d'une certaine manière, c'est une engeance terrible que ce film soit son testament, puisqu'il n'a pas pu réaliser d'autres projets et qu'il certainement, au moment où il a réalisé ce film, il ne pensait certainement pas que ça serait son dernier. Donc c'est un objet, enfin, pour lequel moi j'ai beaucoup de tendresse au-delà de ses qualités esthétiques, artistiques évidentes. C'est parce qu'effectivement, c'est un petit peu ce testament, malgré lui, d'une œuvre qui n'a pas pu sans doute se développer autant qu'elle aurait dû et qu'elle l'aurait mérité. Pour élargir un petit peu la question sur la relation à la littérature, moi il me semble qu'il y a plusieurs points vraiment importants dans l'œuvre de Laloux lorsqu'on la regarde avec le temps. C'est que d'une certaine manière c'est un des réalisateurs d'animation qui pointe de façon la plus précise ce qu'est précisément l'œuvre de réalisateur en animation. Tout simplement parce que René n'était pas dessinateur d'animation, c'est-à-dire qu'il a toujours travaillé en duo avec
Roland Topor, avec Philippe Cazat, avec Moebius, c'est-à-dire qu'il a imaginé son travail cinématographique dans une relation très forte avec à chaque fois un auteur, ce qu'on appelle un auteur graphique, mais qui est beaucoup plus que ça. Et puis d'autre part, il y a aussi toujours, ou quasiment toujours, un rapport à la littérature et un texte, enfin très souvent un texte existant, notamment évidemment sur les longs métrages. Donc d'une certaine manière, on pourrait simplifier en se disant, si finalement s'il n'est pas l'auteur de l'histoire originale et s'il ne dessine pas, mais qu'est-ce que pouvait bien faire René Laloux? La relation qu'on peut avoir avec l'œuvre de Laloux nous oblige à regarder effectivement ces films, qui sont à la fois très différents et qui sont extrêmement homogènes, comme effectivement l'œuvre d'un réalisateur. Dégagé de la question de la création graphique et de l'œuvre originale, on voit bien que René est un auteur, est un très grand auteur, parce que c'est un grand metteur en scène, parce qu'il sait s'entourer, parce qu'il a su effectivement construire des relations très fortes, mais aussi parce qu'il a un sens cinématographique absolument extraordinaire et incroyable. C'est un des grands metteurs en scène de cinéma, tout simplement, avec des perceptions très particulières. On a régulièrement pointé la question de son rapport au temps, et moi qui m'intéresse énormément, parce que dans l'animation, il n'y a pas de temps réel. Par nature, on n'est que dans du temps mort, et c'est pas un jeu de mots sur le titre du court-métrage de Laloux et Topor, mais le temps réel n'existe pas, puisque le temps de la captation n'existe pas. Et pourtant, l'un des grands défis de Takahata et d'autres, et de Laloux, c'est de nous faire partager la sensation d'un temps à l'écran qui est un temps qu'on sent sourdre, comme une... voilà, le temps réel, finalement, existe dans les films de René Laloux. Photo qui vient du tournage du générique de l'émission De l'autre côté, dont on a déjà parlé, pour 2 films de René Laloux, 2 courts-métrages, et puis qui va permettre de produire bien d'autres courts-métrages, 25 je crois au total, des projets qui n'ont pas abouti ou qui ont abouti sous d'autres formes, avec d'autres réalisateurs quelquefois, mais là pour le coup avec Philippe Cazat aussi. Donc Le Monde des Dieux nains au départ, qui est un projet dessiné par José Xavier, qui va être abandonné, qui va être repris, alors c'est d'après un roman aussi, de Serge Boussolo, À l'image du dragon, qui va être repris un petit peu plus tard par le dessinateur Fabrice Sanahujas, Patrice, pardon, et qui va décéder malheureusement, et finalement René Laloux va jeter l'éponge, mais ce projet va être repris par un autre réalisateur, et donc ce sera Philippe Leclerc, avec Philippe Cazat qui va faire les dessins, qui va faire aussi le scénario, je crois, et ça va aboutir finalement en 2003 à ce film Les Enfants de la pluie. Quand Zuratas m'a proposé le projet avec René, qui était à ce moment-là à Angoulême, directeur à l'école d'animation, il m'a donné le scénario qui avait déjà un certain vécu assez compliqué, d'après ce que j'ai compris. Une première adaptation, une deuxième. L'adaptateur, qui était notre dialoguiste sur Gandhar, était décédé. Après, il avait fait travailler pour les dessins Patrice Sanahujas, qui est décédé. Donc René Laloux était un petit peu désespéré sur ce projet. Et le scénario était quand même pas très bon, surtout dans son aboutissement, enfin dans ce qui était tiré du roman. Et donc, j'ai commencé par écrire, disons, 6 pages de critique sur le scénario tel qu'il était, assez pointu, et en prolongeant ça de quelques pages de propositions, enfin de comment on pourrait réadapter cette histoire. Et à peu près dans le même moment, on a appris, donc par Zuratas, qui nous a dit « Non mais finalement, René ne veut plus le faire, ce film, il jette l'éponge ». Partant du travail critique que j'avais fait sur le scénario, ils m'ont dit « Bon ben voilà, t'as qu'à l'écrire ». À peu près, quoi. Mais il y a eu 6 ou 7 versions quand même avant d'aboutir à quelque chose. Il y a eu un apport aussi d'un co-scénariste, etc. Mais voilà, ça a démarré comme ça, par un projet abandonné par René qui nous est retombé entre les mains et qu'on a pris entre les mains avec une optique
plus film d'aventure. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole donc à Philippe Dapello, qui actuellement travaille sur un projet de version spéciale de La Planète Sauvage. Déjà, pour établir les rôles, moi, je m'occupe d'essayer de décoincer le nœud gordien de tout ce qui est les questions des droits, les ayants droit, les petits-fils, les arrière-petits-fils, les sociétés, etc. Et de mettre de l'ordre dans les archives, de boucher les trous, de reconstituer la trame, etc. Donc Fabrice, qui est réalisateur, lui, il le savait déjà de première source, de René Laloux. René Laloux regrettait que le film s'achève en queue de poisson parce que le film fait 1h08, La Planète Sauvage. C'est un peu court normalement, et il lui manquait une vingtaine de minutes. Strictement quantitativement. Bon. Alors Laloux, lui, donc il le disait, qu'il regrettait que, alors il a fait La Planète Sauvage il a commencé, je pense, au moment du printemps de Prague. Après, il a eu beaucoup de problèmes, et à un moment donné, on lui a dit, ça suffit, tu arrêtes, on termine avec La Planète Sauvage, il faut terminer. Donc on voit que dans le film original, on voit que ça se termine, alors pas en queue de poisson exactement, mais c'est un peu précipité, l'action est un peu précipitée. Donc d'une part, il y a une fin qui est escamotée, et d'autre part, au milieu du film, on sent qu'il manque, alors au milieu de la scène, celle qu'on voit actuellement, la scène de l'exode, au moment où les hommes quittent le parc et vont créer une cité à eux. Il y a une longue scène qui a été escamotée et qui est en plein milieu du film, qui constitue un peu une sorte de climax. Et donc là, c'est la scène que vous voyez actuellement. Donc, dans les archives, on a retrouvé, donc ce que Laloux disait, on l'a retrouvé dans les archives, c'est-à-dire qu'on a retrouvé le scénario original à noter, ce qui nous permet aussi de reconstituer les différentes étapes de son travail, parce qu'on voit les différences entre le scénario de départ et le film final. Donc le projet est parti de ça, de ces deux éléments, la scène de l'exode, pour établir le rythme du film au milieu, et éventuellement rétablir la fin qu'avait prévu René Laloux et qu'il amenait, qui préparait au cours du film dans différentes petites scènes. Donc l'étape actuelle que vous voyez, c'est... alors, les ayants droit nous ont demandé, on a présenté le projet de manière informelle, et ils nous ont dit, très bien, on veut voir ce que ça donnerait. Donc il a fallu, à partir des dessins de topor qu'on avait à partir du scénario, on a reconstitué cette séquence de l'exode, pour pouvoir présenter des images clés pour donner une idée de ce que ça pourrait être. Voilà. Donc à ce stade, c'est un travail de recherche, c'est pas un travail final, qui a été réalisé par Grégory Lé, avec qui on travaille. Donc on a essayé déjà de reprendre, de se rapprocher du graphisme original. On a essayé aussi d'extraire un peu la moelle de ce qui fait le style Laloux. On en est au point où tout le monde est emballé, le projet se tient, et on se demande, on va passer à l'étape suivante, normalement, celle de recherche. Voilà. Alors là, j'ai parlé de l'aspect technique, mais j'ai pas parlé de pourquoi on le fait. Je ne sais pas si... On a longuement parlé de conservation tout à l'heure. C'est ce à quoi je participe fondamentalement, c'est-à-dire recueillir des documents, des archives, des témoignages avec Fabrice. Mais la conservation en elle-même, alors c'est un travail absolument nécessaire, mais ce qu'on essaie de faire à travers cette démarche, c'est de créer une filiation. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'aux États-Unis, le film est vivant. Le film inspire des gens, et il crée d'ailleurs des œuvres, puisque tatouage, une pièce de théâtre, c'est des œuvres. Donc ce qu'on essaie de faire à travers cette version reconstituée, c'est de remettre le film sous les projecteurs, de rechercher les techniques originelles, et de reprendre le fil de ce que Laloux avait fait sur La Planète Sauvage, et d'essayer de retrouver une filiation, c'est-à-dire de se diriger vers une production qui s'inscrivent dans la continuité de ce que faisait René Laloux. C'est vraiment une démarche d'hommage et de test aussi, de relier deux époques, c'est-à-dire les techniques d'autrefois avec les outils d'aujourd'hui. C'est intéressant, c'est une voie qu'on veut tester. Évidemment, ça ne se fait qu'avec l'accord des ayants droit et voilà, c'est quelque chose qui est une expérience, je dirais. Dernières images, et puis on va clore cette rencontre. René Laloux, qui avait aussi une production en plastique qui lui était propre, qu'il a montré un petit peu sur la fin de sa vie, là, on le voit dans une exposition.
Voilà, nous avons fait l'acquisition de quelques documents de ce genre à cette occasion. Un petit mot anecdotique, mais j'ai des photos qui peuvent compléter le dossier là-dessus, d'une exposition que René avait fait à Paris avec justement Takahata, Kiyashiro Kawamoto et Yoji Kori, qui est sur la table là, ouais. dont René était très fan et vice-versa. Il y avait une grande admiration. Bon, on a bien choisi alors. Voilà, donc je te transmettrai les photos de cette visite super. Qui était assez historique. Bien, merci beaucoup d'ailleurs pour terminer. Un beau portrait de René Laloux par Sayoko Kinoshita, qui est cofondatrice du festival d'Hiroshima au Japon avec son mari, qui est lui décédé depuis de nombreuses années. Et si je peux me permettre un petit ajout, ça permet aussi de mettre en lumière la relation de René Laloux au Japon dans les deux sens. René Laloux est un des premiers à avoir remarqué, rendu hommage au talent des réalisateurs de Ghibli. En particulier, il a créé un petit texte qui s'appelait Mon voisin Hayao, et je crois que c'est vraiment l'un des tout premiers à avoir vu dans Miyazaki, au moment où on n'estimait pas du tout l'animation japonaise, un très grand maître. Il présentait le monde de l'animation de manière un petit peu générale, et il présentait une séquence de Mon voisin Totoro, la séquence où les arbres poussent pendant la nuit, et il avait les larmes aux yeux et il me disait mais à chaque fois cette séquence, elle me fout les larmes aux yeux, quoi. Et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté de nous parler de votre passion, de vos connaissances autour de ce travail de René Laloux, et puis surtout un grand merci à Philippe Cazat, qui non seulement nous honore de sa présence, mais nous a prêté aussi beaucoup de documents pour cette exposition. Et voilà, c'était un très, très bon moment. Merci beaucoup. Bonne soirée.